Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vous partage un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un épisode que j'ai enregistré pour un autre podcast sur le marketing B2B qui s'appelle d'ailleurs Marketing B2B et qui est animé par l'excellent Moni Chim. Avec Moni, on a parlé de la marque B2B, on a parlé de la différenciation par l'offre, un sujet qui m'est très très cher et sur lequel Moni m'a bien challengé. Et également, on a abordé le positionnement en B2B. Donc uniquement des sujets que j'adore, sur lesquels j'ai eu vraiment énormément de plaisir à partager et échanger avec Moni. Et je vous laisse l'écouter et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller découvrir son podcast. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire. Et bien entendu, si vous l'avez aimé, pourquoi pas laisser un 5 étoiles sur My Marketing Podcast et sur le podcast de Moni Chim sur Apple Podcast. Comme ça, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ces deux excellents podcasts sur le marketing B2B. Mais pour l'heure, je vous laisse écouter ma conversation avec Moni. Salut Sandy, tu vas bien ? Bonjour Moni, merci pour l'invitation. Je vais te laisser te présenter pour les personnes de l'audience qui ne te connaîtraient pas encore. Écoute, merci beaucoup. Moi, je suis donc Sandy Jacobi. Je suis spécialisée en stratégie, marketing et commercial en B2B. Et depuis 12 ans, j'ai créé il y a 12 ans My Marketing Experience. Alors, je suis pas toute seule, je l'ai cofondée avec ma sœur, qui est Laurie Jacobi. Et en fait, on est parti d'une grande conviction, c'est que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui ont investi dans leur marketing. Et c'est pour ça qu'elles ont réussi, c'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'elles ont réussi qu'elles peuvent faire du marketing. Et du coup, on a eu envie de démocratiser le marketing aux entreprises et particulièrement aux TPE et PME en B2B en les faisant bénéficier des techniques et des compétences marketing qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Et donc, 12 ans plus tard, ça donne quoi ? Ça donne qu'on accompagne toujours des entreprises en B2B, des startups également, en leur apportant des conseils, en les accompagnant et également en apportant des services opérationnels et de la formation. Et puis, j'ai aussi le plaisir, comme toi, d'animer un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast et qui est entièrement dédié au marketing et à la vente en B2B. Sandy, quels sont selon toi les plus grands challenges dans le marketing B2B en 2022 ? On va essayer d'être synthétique. On va peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, je dirais que en 2022, en termes de challenge marketing qui est peut-être un peu différent par rapport aux années précédentes, c'est par rapport à l'état du marché. C'est aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont plus des situations qui sont un peu plus incertaines et des prises de décision qui sont plus longues. Et tu vas me dire c'est plutôt commercial, mais en réalité le marketing c'est vraiment un gros levier pour travailler sur ces délais de décision et faire face. À savoir, on va pas rentrer dans le détail, mais on peut travailler sur des offres, on peut travailler sur des arguments. Et donc aujourd'hui en marketing B2B spécialement, comme ces délais de décision sont allongés, c'est un gros défi pour le marketing. Il y a également, je dirais, toute la partie digitalisation. On peut dire qu'aujourd'hui que le marketing B2B est un petit peu en retard sur le B2C. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, c'est souvent comme ça. C'est rarement dans le B2B qu'il y a de l'innovation en termes de marketing. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'on va s'inspirer de ce qui se fait en B2C et l'adapter au B2B, ce que je trouve particulièrement intéressant. Mais donc aujourd'hui, il y a, et surtout le volet digitalisation, marketing digital, il y a un challenge pour beaucoup d'entreprises en B2B. Pour moi, ce sont les deux principaux. Un dernier, je ne sais pas si c'est un challenge ou plutôt une situation qui est ce qu'elle est, parce que le marketing est ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fait d'avoir du mal pour beaucoup d'entreprises de savoir et d'identifier quels sont les leviers les meilleurs, les plus adaptés pour leur situation. Parce que il y a tellement de choses, il y a tellement d'outils, il y a tellement de canaux que tu aurais envie d'aller sur tous. Et en réalité, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, c'est arriver à identifier la bonne stratégie, étant donné l'offre très abondante d'outils possibles en marketing. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi par rapport au fait qu'il y a un gros retard sur le marketing B2B par rapport au marketing B2C. J'ai une théorie, tu vas me dire ce que tu en penses. Ça m'intéresse. Ouais, en fait, je sais pas, dans le B2B, du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup les sales, en fait, qui font le boulot, alors qu'en B2C, il n'y a pas de sales. Donc, vu que en B2C, il n'y a pas de sales, il faut que le marketing fasse le boulot. Il faut que le marketing soit efficace. S'il n'y a pas un bon marketing, s'il n'y a pas de bonne compréhension du client et des messages qui percutent, etc., les gens, ils vont juste pas acheter les produits. Alors qu'au final, l'impression que j'ai, c'est que, vu que beaucoup de gens, ils ont pas forcément fait de marketing B2B, ils se sont dit, c'est pas, en fait, ils ont utilisé les sales comme unique moyen, en fait, d'acquérir des clients. C'est une bonne analyse.
c'est vrai qu'on voit beaucoup de grosses forces commerciales des entreprises en B2B qui va un petit peu, alors je dis pas remplacer, mais se substituer à des efforts qui pourraient être faits en marketing et soulager carrément le travail des sales, puisque moi, je pense que c'est notre boulot en tant que marketeur de travailler main dans la main avec les sales et de leur faciliter la tâche. Et je suis d'accord avec toi qu'on s'est beaucoup appuyé sur des grosses équipes commerciales au détriment du marketing. Maintenant, je pense que toi, tu le vois autour de toi, peut-être avec tes clients, le commercial est une denrée qui est devenue très rare et pour lequel beaucoup d'entreprises se battent. Donc, investir dans le marketing et se tourner vers des solutions marketing, en fait, ça peut carrément les aider. Alors, je dis pas à ne pas recruter de sales, mais à supporter et à soutenir le fait d'être peut-être un peu en pénurie de force commerciale. Clairement, aujourd'hui, tout ce qui est par rapport à être mieux positionné, travailler sa marque. Ça aussi, je l'ai pas évoqué, mais pour les entreprises B2B, c'est beaucoup plus, la marque B2B, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et dont certains peut-être n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, travailler sa marque en B2B, c'est un vrai game changer pour beaucoup. Alors, j'aime pas trop parler anglais, alors, je sais pas trop comment le dire en français, mais c'est concrètement quelque chose qui va apporter, simplifier le travail des sales, des commerciaux, mais également qui va renforcer l'efficacité commerciale. Je pense que tu as carrément raison sur l'aspect du branding, sur l'aspect de la marque, parce qu'au final, une vraie différenciation sur le produit, sur le service qu'on vend, c'est très très rare au final. Je sais pas, dans 95% des cas, on vend un produit, on vend un service qui ressemble quand même plutôt pas mal à celui des concurrents. Donc comment est-ce qu'on va se différencier autrement que par le prix ? Justement, avec le branding notamment. Par la marque, positionnement bien sûr, et après la marque aussi, son avantage, notamment, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet en B2C, mais pour moi c'est pareil en B2B, c'est que la marque, c'est un élément qui rassure. Dans des périodes où les choses changent vite et on a du mal à savoir à quoi se raccrocher, avoir en face de soi une marque qui inspire confiance, ça va influencer la décision. Et ça, aujourd'hui, alors je dis pas que c'est pas du tout travailler en B2B, ce serait archi faux de dire ça, il y a plein d'entreprises qui l'ont compris, mais il y en a aussi beaucoup qui le découvrent et qui savent pas par quel bout le prendre, parce que c'est une chose d'en avoir conscience et c'en est une autre d'arriver à faire la démarche jusqu'au bout. Donc, et puis je parle pas de celles qui l'ont pas encore découvert. Ouais. À ton avis, c'est quoi les erreurs dans le marketing B2B les plus fréquentes ? Je dirais le pendant de ce qu'on vient de dire, déjà, ignorer la notion de marque en B2B. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Bon, comme on l'a évoqué, je vais pas revenir dessus. Je pense qu'une erreur qui est également fréquente, c'est d'omettre complètement le fait que parce qu'on est en B2B, il y en a qui croient que parce qu'on est en B2B, les décisions sont prises de manière rationnelle, qu'il n'y a que le prix qui compte. Or, c'est archi faux. Je dis pas que le prix ne compte pas, c'est pas mon propos, mais en revanche, tout le registre de l'émotionnel dans la prise de décision est très fort et très réel. C'est-à-dire que pas parce qu'on choisit un investissement pour son entreprise et pour l'entreprise dans laquelle on travaille que on va réussir à mettre ses sentiments de côté et ses émotions, qu'on n'a pas des aspirations particulières, qu'on n'a pas des peurs d'ailleurs et des croyances et que ça rentre pas en compte dans la prise de décision. C'est très faux. Un cas très concret, c'est quand on est une entreprise qui est pas connue, c'est plus difficile d'aller vendre, même si on a un meilleur prix. Pourtant, le prix il est meilleur. Alors pourquoi on vend pas ? Tout simplement parce qu'en fait, la personne en face, elle fait pas confiance. Et le fait de manquer de confiance, c'est du domaine de l'émotionnel, parce que elle a jamais entendu parler de vous, parce qu'elle a pas assez d'éléments pour mettre sa confiance dans cette entreprise et dans ce produit. Et ça, on se rend compte que, je sais pas si toi tu le vois. D'ailleurs, c'est intéressant, ce serait intéressant d'en discuter. Mais souvent, quand tu vois les emails de prospection ou les messages et les propositions de valeur sur des sites internet, tout est construit de manière très rationnelle sur du bénéfice qui est que de l'ordre, je dirais, du fonctionnel. C'est important, bien entendu, c'est extrêmement important. Mais en revanche, tout ce qui est, nous on appelle ça les aspirations émotionnelles et sociales, ce qu'on veut ressentir quand on utilise ça, cette solution par exemple, c'est tout aussi important. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est cette capacité d'adresser, c'est pas l'imaginaire, mais les émotions de son client et de son prospect. Clairement, les émotions, c'est ce qui se fait se mouvoir les personnes, motion, emotion. Donc qu'on soit un décideur B2B ou B2C dans la prise de décision, oui, forcément. Même on va faire une publicité par exemple, accrocher un acheteur B2B, on va l'accrocher aussi avec de l'émotionnel, parce que c'est ça en fait dans notre évolution. Au final, c'est comme ça c'est la partie du cerveau qui est associée à l'émotionnel est beaucoup plus ancienne que la partie du cerveau qui est associée au rationnel. Donc on peut pas s'empêcher, qu'on soit en B2B ou en B2C, à accorder beaucoup plus
de poids en fait à l'émotionnel. Même si on croit l'inverse. Même si on croit l'inverse. Tu me fais très plaisir. Tu me fais très plaisir à parler de neurosciences, Moni. C'est un domaine que j'aime particulièrement. Super, on fera un autre podcast sur les neurosciences la prochaine fois. En fait, moi, je bosse pas mal avec des boîtes industrielles et cette déformation par rapport au fait de juste donner des chiffres et d'être dans le rationnel, dans le pragmatique, je la vois encore plus. Et ça fait un marketing et une communication encore plus ennuyeuse et encore plus non différenciée. Donc là, vraiment, tous les fournisseurs deviennent complètement toujours les mêmes. C'est une liste de spécifications arides, illisibles et complètement ennuyeuse. Tu le vois d'ailleurs, souvent, ils parlent pas d'offres, ils parlent de catalogue. Parce que quand on en est là, ça veut tout dire. Et le problème de faire par exemple, des catalogues, c'est que du coup, rien n'est plus comparable qu'un catalogue avec un autre catalogue. C'est-à-dire que tu donnes le bâton pour te faire battre, là. C'est pour ça que je te rejoins complètement. Être que sur cet aspect très fonctionnel, eh bien, ça va pas te différencier de tes concurrents. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de fiches techniques, ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de descriptif produit. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à le présenter autrement et surtout avoir des offres qui ne sont pas systématiquement comparables à celles des autres. Et justement, pour moi, l'offre fait partie intégrante du branding, même en B2B. Bon, ça, c'est un point de vue, hein. Je demande pas à tout le monde d'être d'accord, mais en tout cas, nous, on le considère comme un élément à part entière de la marque, de comment tu présentes tes offres et comment sont construites tes offres. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup des offres au final, alors que c'est un peu le nerf de la guerre. Un mauvais marketing avec une super offre, ça marchera beaucoup mieux qu'une mauvaise offre avec un super marketing. Je tenterai pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir bien sur tous les, pas mal sur tous les bords. Mais je suis d'accord avec toi que, en fait, l'avantage d'une bonne offre, c'est que comme c'est le commercial qui va être en charge, ça sort de tes mains après, c'est plus le marketing qui fait. Le marketing propose des offres, après c'est le commercial qui la vend. Eh bien, il aura toujours moyen, s'il se débrouille bien, l'offre se vendra quand même mieux parce qu'elle a été bien construite. Et après, le mauvais marketing, c'est quoi un mauvais marketing? Déjà, c'est une question un peu large, mais on va dire que un manque de communication, on va aller plutôt sur le registre de la communication, eh bien, ça t'empêchera d'être connu, mais si au final, tu as le client en face de toi, avec une bonne offre, tu arriveras à vendre. Alors que l'inverse, tu peux avoir, c'est un cas très classique, d'avoir beaucoup de leads et de pas convertir. Ça, c'est hyper fréquent. J'ai beaucoup de leads, mais je convertis pas. Je veux acheter encore plus de pubs. Non, en fait, c'est pas la peine d'acheter plus de pubs parce que 1000 fois 0, ça fait toujours 0. Donc, c'est pas la peine d'avoir plus de leads pour avoir 0 derrière. Dans ces cas-là, regarde qu'est-ce qui bloque, c'est quoi le dernier maillon. Souvent, le dernier maillon va être sur le registre de l'offre ou de la confiance. C'est très possible aussi que ce soit pas l'offre, on l'a dit au début, mais un manque de confiance et donc dans ces cas-là, de crédibilité, il va falloir travailler sa marque, sa preuve sociale. Ça aussi en B2B, c'est un peu omis, la dernière roue du carrosse. Il y en a qui vont te dire, oui, mais moi, mes clients, ils veulent pas témoigner, mais il y a plein d'autres manières de rassurer que d'avoir des témoignages clients face caméra. Moi, je comprends, il y a plein de secteurs. Moi, je vois plein de clients, ils sont dans des secteurs beaucoup trop confidentiels pour qu'il y ait des personnes face caméra qui témoignent. Mais c'est quand même possible d'avoir de la preuve sociale. Excellente réponse. Selon toi, quelles sont les opportunités à prendre dans le domaine du marketing B2B? Si je parle de cette année, je dirais que les opportunités, c'est aussi quelque chose qui est limité dans le temps. Tu n'as pas toujours la même opportunité, quelle que soit la période. Aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises en B2B, ce qui manque, c'est la valorisation du service. Je pense notamment à celles qui vendent du produit ou du logiciel. C'est souvent une mauvaise valorisation du service qui va avec. Donc, à mon sens, ceux qui arriveront à bien marketer la notion de service, c'est une opportunité. Aujourd'hui, en 2022, je pense qu'une opportunité qu'il faut saisir, c'est, et ça rejoint les offres d'ailleurs qu'on disait, c'est le fait d'arriver à avoir des stratégies d'offres qui vont favoriser le passage à l'action et donc le downsizing des offres, par exemple. On avait discuté ensemble. Aujourd'hui, on nous a bourré le crâne avec il faut faire des offres premium, il faut faire c'est bien quand le marché est dans un certain mood, on va dire, dans une certaine humeur, mais quand tu as en face de toi des clients qui ont du mal à passer à l'action, il faut se poser la question de comment je peux m'adapter. Et à mon sens, aujourd'hui,
J'en ai parlé récemment lors d'un webinaire et ça a interpellé beaucoup de monde. Le fait d'arriver à downsizer ses offres, c'est-à-dire à faire des offres qui sont simplifiées juste pour favoriser l'acte d'achat, mais en aucun cas en n'étant pas rentable. Attention, c'est pas du tout mon propos. On parle pas de brader, on parle pas de faire des soldes. On est en B2B en plus, donc franchement, ça s'y prête pas. Mais pour moi, ça c'est une opportunité. Je sais que certains seront pas d'accord. Mais c'est pas grave, je campe sur mes positions. Et après, toujours le digital, en fait, l'opportunité de tout ce qui est parcours client digitalisé, le e-commerce en B2B aussi. On en parle beaucoup. Et finalement, tu vois, c'est un peu le truc, beaucoup en parlent. Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Aujourd'hui, les prises de commandes ou les prises de commandes ou les prises de rendez-vous directement avec un commercial pour court-circuiter un peu ce parcours, toi et moi, on a l'impression que tout le monde le fait parce que nous on le fait et parce que nos clients on leur a peut-être recommandé de le faire donc ils le font. Mais si tu fais une étude sur des entreprises en B2B, ce système d'acquisition soit d'acquisition, soit de parcours client en inbound, c'est-à-dire qu'ils viennent vers toi, qui est vraiment digitalisé, c'est pas monnaie courante, hein. C'est pas autant répandu que ce qu'on pourrait le croire. Et ça, pourtant, il y a une grosse opportunité. Et pas pour des entreprises forcément industrielles, hein. Je sais que nous, on l'a accompagné un cabinet d'experts comptables, donc c'est quand même quelque chose de très traditionnel. Et bien, le simple fait d'avoir digitalisé le début de la relation client, l'acquisition, la prise de rendez-vous, c'est un truc de fou, le nombre de rendez-vous qu'il décroche. L'autre fois, Sandy, on avait parlé de positionnement. Est-ce que tu aurais un cas pratique à partager sur ce sujet-là? Moi, je peux te partager, alors j'en ai plusieurs, mais c'est drôle parce que plutôt dans ma journée, j'ai évoqué un cas qui date de plusieurs années, mais qui va te montrer que le positionnement va être le fait d'avancer un bénéfice plutôt qu'un autre et de te positionner d'une manière plutôt qu'une autre peut vraiment changer la donne. Donc, je vais te citer un premier exemple c'est un client qui est bureau d'études techniques, on va dire bureau d'études techniques sur tout ce qui est prototypage technique. On est d'accord, c'est hyper technique. Les clients, les prospects, ce sont des directeurs de l'innovation. Et en fait, en travaillant le persona, donc là j'ai dit un gros mot, j'ai parlé du persona, mais en étudiant bien les émotions de son persona, on s'est rendu compte que ces directeurs et ces directrices d'innovation, en fait, ils aimaient pas le risque lié à l'innovation. On le sait, hein, aujourd'hui, ces gens-là gèrent plein d'idées et la majorité des projets sur lesquels ils travaillent ne voient jamais le jour, en fait. C'est long et beaucoup ne voient jamais le jour. Et donc, l'idée en travaillant sur le persona, c'est qu'on a repositionné l'entreprise et surtout la proposition de valeur en disant nous, je vais pas citer le nom de l'entreprise parce que c'est confidentiel, mais on vous aide à innover en allégeant le risque lié à l'innovation. On réduit le risque lié à l'innovation. Et en fait, en abordant les prospects sous cet angle, en ayant ce positionnement, plutôt que de dire on est un bureau d'études techniques et on vous aide à développer vos projets, à les modéliser, en fait, le nombre de connexions acceptées, le nombre d'invitations, le nombre de rendez-vous a explosé. Juste en arrêtant de se présenter comme ce qu'ils font dans la vie, mais plutôt comme quoi je vais vous soulager. Mais foncièrement, ils n'ont pas changé de métier par contre, hein, ils font toujours la même chose. Et je vais t'en citer un deuxième si tu veux, qui est un peu plus vieux, puisqu'à l'époque j'étais pas entrepreneur, j'étais encore salarié. Et moi, lorsque j'étais salarié, j'ai une époque j'ai travaillé pour les voitures électriques en B2B, c'est-à-dire qu'on vendait des utilitaires. C'était très cher à l'époque. Les voitures étaient extrêmement chères, c'est-à-dire qu'un Fiat Doblo, ça coûtait autant qu'une Tesla aujourd'hui. Wow. On n'est pas exactement sur la même voiture, mais voilà. Et bon, le Doblo fait un peu moins rêver qu'une Tesla. Non, c'était même plus cher que les premiers modèles de Tesla d'ailleurs. Et donc, on se présentait comme on vous permet. Donc, le positionnement, c'était on vous permet de moins polluer. Les gens, ils n'étaient pas si concernés que ça par la pollution ou la pollution. Donc, à partir du moment où on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait adopter comme positionnement en vrai? Qu'est-ce que désirent nos clients entreprises pour acheter des voitures électriques? Eh bien, en fait, ce qu'ils désiraient, c'était pouvoir en parler. Sauf que le problème, c'est que ces voitures, elles ressemblaient juste à un Fiat Doblo thermique. Pour le coup, extérieurement parlant, tu voyais aucune différence entre les deux, thermique ou électrique, c'était la même chose. Donc, ce qu'on avait fait pour un gros marché, c'est qu'on leur avait dit, ok, mais imaginez, vous achetez cette voiture, nous, on vous permet d'avoir de la publicité. Donc, le positionnement, c'était, vous allez pouvoir communiquer
Donc, on est une entreprise qui vous permet de communiquer de manière vertueuse auprès de vos clients, à savoir qu'on peut vous pouvez recouvrir votre voiture d'un covering qui dit qu'elle est électrique et vous avez votre spot publicitaire qui tourne sur votre aéroport notamment. Et donc en fait, on a adopté un positionnement totalement différent. Au lieu de communiquer et de parler des effets positifs sur l'environnement, ce qui était toujours vrai, mais ça ils étaient capables de le comprendre par eux-mêmes, on a communiqué sur le bénéfice, le retour sur investissement. Et c'est ce qu'ils désiraient vraiment. Est-ce que c'est un cas qui te parle? Mais les deux cas me parlent vachement. En fait, c'est super intéressant, comme t'as beau avoir un super produit qui va rendre les gens super satisfaits et que les gens vont adorer avec un super service client, si t'as pas fondamentalement compris quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens voudraient prendre ton produit, parce que du coup tu réponds en fait à des peurs, à des problèmes, à des frustrations qu'ils ont, bah du coup tu rates un grand pourcentage de ton marché. T'as pas fait cette analyse là, donc c'est super intéressant. Mais ça demande du travail. C'est sûr que c'est pas un truc que tu peux inventer seul dans ton bureau, quoi. C'est un truc, t'es obligé de te confronter à ton marché, t'es obligé de parler avec tes prospects, à tes clients, t'es obligé de, voilà. Et quand je dis parler, c'est pas du small talk, comment ça va, les affaires, le business, tout ça. C'est vraiment aller beaucoup plus loin dans le questionnement. C'est ça. Donc c'est interview client, Et ça n'arrive jamais dans les 5 premières minutes de conversation. Ça, les 5 premières minutes ne servent pas à ça. Ouais, c'est ça. On sait qu'il faudra plus de temps. Creuser, faire reformuler, poser encore d'autres questions. Et surtout pas faire sortir effectivement ce message d'un brainstorming en interne. Mais c'est vrai que franchement, quand on voit les positionnements de beaucoup de boîtes, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait ça. Hein. Ils ont sorti une phrase qui avait l'air cool. Et puis c'est tout. Bah oui, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses d'une phrase de nous aidons à la transformation digitale? On en voit souvent des phrases comme ça, d'entreprises extrêmement compétentes. En plus, ça n'a rien à voir avec la compétence. Hein. Mais au final, tu le reçois comment, le message? Est-ce que on peut se poser la question? D'ailleurs, je pose la question à ceux qui écoutent et qui pourraient avoir ce message. C'est pas une critique, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire la transformation digitale? Parce que pour le coup, c'est un investissement. En général, c'est pas hyper fun. Ou alors, comment vous le rendez fun? J'ai envie de te dire, si tu arrives à le rendre fun, moi, je suis cliente. Hein. Mais aller plus loin que ce qu'on fait, c'est ou pourquoi on le fait, ou qu'est-ce que ça va t'apporter de le faire. Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ta spécialité dans laquelle tu as changé d'avis ou fait évoluer ta philosophie? Ouais, clairement. J'aime bien cette question. Je la trouve très cool. Alors oui, parce que ça fait quand même pas mal d'années du coup que je suis entrepreneur notamment. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles je suis revenue. Et si je dois en citer une chose en particulier, c'est tout le fait de faire un business plan. Alors je dis attention, je vais ouvrir un gros disclaimer. Je dis pas qu'il faut pas en faire, attention. Mais en revanche, je sais qu'il y a quelques années, on te disait oui, il faut faire des business plans sur 3 ans, sur 5 ans, machin. Et même en marketing, ton étude de marché et tout. Alors l'étude de marché, c'est bien, mais sur un produit qui n'existe pas ou un marché qui n'existe pas, je te mets au défi de faire une étude de marché sur un marché qui n'existe pas. Toi qui travailles particulièrement dans le marketing industriel, quand tu as de l'innovation derrière, tu peux regarder ce qui s'est fait sur des marchés qui y ressemblent pour voir ce que ça a donné, mais en vrai, tu peux pas t'appuyer sur grand-chose. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et le fait de faire des business plans avec des plans marketing sur 24 mois, 36 mois ou 5 ans, en réalité, aujourd'hui, moi, ça, j'en fais plus. L'horizon le plus loin, c'est 12 mois. Et ce que je préconise, de toute façon, c'est de faire sur les 6 mois, semestriellement. Et nous, je sais qu'en interne, on va dire qu'on a une ligne directrice sur 12 mois, mais tout est révisé tous les 3 mois. Ouais, c'est une sorte d'illusion du contrôle. On se dit, ok, en faisant un business plan sur 2 ans, on va maîtriser l'avenir, sachant qu'on vit dans un monde de plus en plus instable et dynamique. Donc, ça n'a pas vraiment de sens d'aller voir aussi loin au final. Disons que si c'est pour faire plaisir, fais-le, parce qu'on te le demande, fais-le, mais ne sois pas déçu si ça se concrétise pas de cette manière-là. Et surtout, c'est même pas le fait de la déception, mais c'est ne t'y attache pas. Genre, j'ai dit que ce serait comme ça, ce sera comme ça pendant les 24 prochains mois, parce que ça, c'est hyper dangereux en fait aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux d'avoir cette mentalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une mentalité en mode, qui ont vraiment du mal à innover. Moi, je vois des boîtes aussi, c'est intéressant, des boîtes qui disent qu'ils innovent, donc au niveau des produits, etc., mais qui font du marketing, façon année 2005. Donc je trouve ça un petit peu rigolo.
Bon, après, l'innovation, c'est peut-être te paraître un peu drôle ce que je vais dire, mais des fois, j'ai l'impression que l'innovation, c'est quelque chose d'un peu subjectif. À partir de quel stade tu dis qu'il y a une innovation? Est-ce que l'innovation, c'est forcément technologique? Pour moi, il y a des innovations d'usage qui sont, ou des innovations d'usage, ou des innovations en termes de façon de marketer son produit ou son service, et je parle en B2B, qui sont pas du tout utilisés et qui pourtant, à mon avis, sont nettement plus rentables que de l'innovation technologique. Mais c'est un vivier d'opportunités. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des opportunités. Pour moi, tout ce qui est autour de la façon de packager, d'utiliser l'usage ou l'économie circulaire dans son offre marketing, en fait, c'est complètement sous-employé. Pourtant, c'est de l'innovation. Mais ça nécessite pas de l'intelligence artificielle. Voilà, je suis d'accord. Parce que est-ce qu'il faut forcément une intelligence artificielle pour dire qu'il y a de l'innovation? Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais voilà. Carrément. Et pour clôturer l'interview, Sandy, est-ce qu'il y a un livre que tu adores? Moi, j'adore plein de livres. Il y en a un que j'aime particulièrement, je le lis chaque année, et beaucoup de gens l'ont lu. Il s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un best-seller. Mais j'ai une affection particulière pour ce livre parce que je trouve que même s'il est super vieux, tout est dit sur les techniques, on va dire au niveau du commercial, du marketing, comment on s'adresse à quelqu'un, quelles sont alors les techniques d'influence. Je sais que c'est pas, on imagine forcément de la manipulation derrière, mais c'est une manière d'avoir plutôt les personnes avec nous que contre nous, et notamment son prospect. Et ce livre, il est très lu, mais très peu de gens l'appliquent en réalité. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que, en fait, concrètement, il nous a fait gagner de l'argent plusieurs fois chez My Marketing Experience en appliquant à la lettre certains principes sans aller chercher très loin. Et du coup, moi, j'invite tout le monde à le lire, mais à le lire et à l'appliquer. Pas juste le lire et le poser et dire à tout le monde j'ai lu Comment se faire des amis. Il y a des principes de base hyper simples comme le sujet préféré de chaque être humain, c'est soi-même. Et donc moi j'ai envie de te dire en marketing, la base, c'est arrête de parler de toi tout le temps, de ton entreprise. Sers à manger ce que ton client et ton prospect a envie de manger. Il a envie de manger du contenu qui parle de lui et de ses problèmes. Donc au moment de passer à table, offre-lui ça, il préférera toujours. Après au dessert, tu peux lui parler de toi, y a pas de souci. Mais fais cet effort. Et tu vois, je suis sûre que toi, tu en entends parler, je suis sûre que tu l'appliques parce que, voilà, on a discuté et je sais qu'on a beaucoup de choses, on voit un peu les choses de la même manière, mais c'est très difficile pour beaucoup d'entreprises d'arriver à s'extraire de ce travers, de parler directement de leurs produits et de leurs solutions. Et d'aller élargir, on va dire, un petit peu le discours aux problèmes, à ce que vit son client, parce qu'il faut avoir ce travail nécessaire de s'y être intéressé à la base. Voilà. Ce livre est top. Après, il y en a. Mais c'est vrai que Dale Carnegie, c'est un mec, c'était quoi? Il a écrit ce bouquin dans les années 1930, je crois. 36. Mais il a vraiment bien compris la nature humaine et il a tout décrypté, en fait. La nature humaine et la vente. Parce que quand même beaucoup d'exemples du livre tournent autour de la vente. Ce qui est drôle, c'est les exemples parce que pour le coup, ils semblent complètement anachroniques. Mais il a tout compris à la vente. Tu vois, il parle par exemple de l'image qu'on peut avoir, de la recommandation, de la confiance. En fait, tous ces leviers qui font que les personnes, elles vont avoir confiance, elles vont t'apprécier, toi ou ta marque, et que du coup, elles vont accepter de s'engager avec toi. Et même, elles vont même accepter parfois de prendre du risque avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça l'enjeu en marketing, surtout pour des entreprises qui innovent et qui sont pas très connues aussi, c'est de dire de quelle manière je vais faire en sorte que mon client il va prendre le risque avec moi. Ça, il faut avoir compris une sacrée dose de comment ça fonctionne un être humain et votre client surtout, parce qu'encore un être humain, on est tous des êtres humains, mais son client. Donc pas mal d'empathie et de recherche. Et attention, l'empathie, c'est pas juste se fonder sur ce que nous on ferait à leur place. Bien sûr, c'est hyper utile, mais c'est quand même d'aller les questionner, et d'aller se confronter à son marché et à ses clients. Merci beaucoup, Sandy, d'avoir apporté tout ça à l'audience. Comment ça se passe si les personnes veulent se connecter à toi ou en savoir plus sur ce que tu fais? Écoute, je suis très active sur LinkedIn, donc sur LinkedIn sous ma véritable identité, Sandy Jacobi, j'ai pas de pseudo. Et puis il y a notre site internet, c'est www.mymarketingexperience.com avec toutes les infos. Voilà, c'est le plus simple pour me joindre, c'est sur LinkedIn. Merci beaucoup, à bientôt.